Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. L'université d'Abomey-Calavi accueille un nouveau docteur dans le cercle prestigieux des enseignants-chercheurs. Son nom Isabelle Dossou. Elle a soutenu sa thèse de doctorat sur la gestion des ressources en eau dans un contexte de décentralisation. On célèbre aujourd'hui 10 novembre la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. La science peut jouer un rôle essentiel dans le développement durable et l'amélioration des chances de paix. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale? On en parle dans ce journal. Comment assurer une bonne gestion des ressources en eau dans un contexte de décentralisation? La question préoccupe plus d'un et a fait d'ailleurs l'objet d'une thèse de doctorat. Pour l'impétrante Isabelle Dossou, les modèles endogènes constituent les meilleures options pour assurer une bonne gestion des ressources en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. Les détails dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Au nombre des denrées les plus importantes et indispensables pour l'homme, on retrouve l'eau. L'accès à l'eau figure parmi les objectifs de développement durable, dont l'objectif numéro 6 vise en effet un accès universel à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Des ressources en eau, la commune d'Abomey-Calavi en dispose de plusieurs. De façon classique, il existe à Abomey-Calavi 3 types de ressources en eau. Il y a les ressources, les eaux atmosphériques, qu'on appelle les pluies. Et nous avons les ressources en eau superficielle, c'est-à-dire les cours d'eau, les plans d'eau. Et nous avons les ressources en eau souterraines. Autant de ressources en eau dont la gestion n'est cependant pas sans contrainte. Vous savez, vous pouvez mobiliser de l'eau depuis pendant quel temps? Encore faudrait-il disposer d'un certain nombre de moyens pour le faire. Mais si c'est de l'eau souterraine, il faut pouvoir aller la chercher là où elle est. Puis, les eaux de surface, les contraintes majeures qui sont liées à ces eaux de surface, c'est qu'elles sont généralement exposées à toute forme de pollution. Et pour pallier ces nombreuses difficultés d'alimentation en eau, Isabelle Dossou s'est intéressée aux modèles endogènes de gestion des ressources en eau dans le contexte de la décentralisation. Un thème choisi pour sa thèse de doctorat qu'elle présente ici, devant un jury aussi bien physique que virtuel. La gestion traditionnelle, c'est une gestion que nous devons valoriser, tout simplement selon moi, parce que c'est pour assurer la protection des ressources en eau. Par exemple, nous pouvons citer la conservation de l'eau dans les jarres, la récupération de l'eau de pluie par les citernes, etc. Les recherches sont faites dans 9 arrondissements de la commune avec pour échantillon 400 chefs de ménage. Le but, réveiller les consciences des autorités face à cette problématique de taille qu'est la gestion des ressources en eau afin d'assurer la disponibilité conséquente d'une eau de qualité. C'est maintenant à l'autorité, au niveau local, de profiter de ces outils mis en place par Dr Dossou Isabelle pour pouvoir gérer autrement les ressources en eau. La commune peut mettre en place un système de gestion moderne de ces ressources, de manière à assurer la pérennité de la disponibilité de ces ressources pour faciliter l'accès à l'eau à toute la population. Le bien-être et le développement de la population étant important, le travail d'Isabelle a été accepté et a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Aujourd'hui, 10 novembre, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette date a été retenue pour montrer la façon dont la science peut contribuer à réduire la pauvreté, à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de vie de tous. La place de la science dans le développement, c'est dans cet élément signé Ulvaeus Balogun. La science contribue beaucoup au développement et sans la science, on ne peut rien. Elle est au cœur de l'action humaine, pertinente dans la vie quotidienne mais méconnue.
La science, cette connaissance exacte, universelle et vérifiable, exprimée par les lois. C'est ce qu'on appelle la science fondamentale, où vous trouvez des formules, mais vous ne savez pas à quoi ça va servir demain. Mais ça peut toujours servir à quelque chose. Quand un mathématicien, par exemple, trouve des théorèmes qu'il démontre, il est dans la science fondamentale. Maintenant, une autre catégorie de la science, c'est ce qu'on appelle la science appliquée. C'est ce que nous faisons le plus souvent au Bénin. Donc, quand je travaille sur ça, à la fin, le résultat, c'est que je puisse trouver des recommandations. À partir de ce moment, je suis en train de faire ce qu'on appelle la science appliquée. Ouais. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la recherche-développement. Vous êtes dans une entreprise et vous avez des problèmes de qualité, de conservation, même de vente de produits. Et puis, vous faites des recherches pour dire comment on va faire pour pouvoir fabriquer des produits de qualité ou bien pour pouvoir vendre des produits. Là, vous êtes dans la recherche-développement. Ainsi donc, avec la science, on cherche à expliquer les faits ou les phénomènes observés et à déterminer les causes. Une démarche qui fait de la science un moteur du développement économique et un atout pour la promotion de la paix et le développement. Il y a des conflits parce qu'il y a des problèmes de ressources. Les gens n'arrivent pas à distribuer correctement les ressources. Il y a certains qui se sentent lésés et s'ils ont les moyens de prendre des armes ou bien de faire du terrorisme, ils le font. Donc fondamentalement, les causes des conflits, on peut les lier à la science. Donc ce qui veut dire que si on fait des recherches, et on dit comment faire de telle sorte que tout le monde profite de l'économie et qu'il n'y ait pas de problème, à partir de ce moment, on est en lien direct avec la paix. La Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement se veut donc une initiative du système des Nations Unies qui interpelle les gouvernements, les entreprises et la communauté scientifique à collaborer pour accélérer le développement. Et ce 10 novembre, c'est également la journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines. Une occasion pour sensibiliser le grand public et les professionnels de santé, améliorer l'information sur ces maladies ainsi que la prise en charge des malades. Les tumeurs neuro-endocrines constituent un groupe de tumeurs susceptibles de naître en tout point de l'organisme et caractérisées par leur capacité à sécréter des hormones. Ces tumeurs sont rares. On estime que l'incidence annuelle de cette maladie est de 2 à 5 nouveaux cas par an pour 100 000 personnes. L'âge de survenue se situant le plus souvent entre 40 et 60 ans. Plus connue sous le thème de bec de lièvre, la fente labiopalatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consort. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière
Les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire. Allons maintenant en Algérie pour découvrir l'artiste peintre Méziane Boussaïd. Le professeur de dessin et de peinture à l'école des Beaux-Arts libère toutes ses forces créatives à travers ses œuvres. Il a organisé une exposition qui a pour titre « Souvenirs d'enfance au village ». Ici, on ose et l'on innove. Zwart Gallery favorise l'expression de la diversité. Dans cette exposition, Méziane Boussaïd libère toutes ses forces créatives. Une exposition qui a pour titre « Souvenirs d'enfance au village ». Bien des souvenirs en mémoire dans ses œuvres d'art. À Azazga, dont il est natif, ce plasticien a baigné dès sa tendre enfance dans le monde du tissage. Un tissage qu'il revisite aujourd'hui, en lui donnant une dimension contemporaine. Méziane Boussaïd, c'est un artiste plasticien. Il est prof à l'école des Beaux-Arts d'Azazga, prof de dessin et de peinture et sous-directeur de l'école aussi. Alors, il est diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Alger et il compte à son actif plusieurs expositions en Algérie et à l'étranger. Et avec une simple participation à un concours, il a pu avoir le deuxième prix, qui est le prix d'argent à Vouvant en France. Dans son approche plastique, il donne libre cours à son imagination. Une imagination créative au travers de laquelle Boussaïd traduit ses émotions d'artiste. Nourri par ses recherches et ses expériences, il a développé son propre style. Le carton, son support de travail. Il le sculpte et compose avec différents matériaux. Des outils et des techniques mixtes utilisées dans un univers bien à lui. Un univers où il pousse aussi loin que possible son moyen d'expression. Le thème de l'exposition, c'est Azeta, souvenirs d'enfance. Azeta qui veut dire tissage. Donc, en étant petit, il se souvient que sa grand-mère arrivait à mettre au-delà des motifs berbères, des motifs géométriques et des couleurs, elle arrivait à introduire des personnages de petits enfants qui font des signes de la main, qui jouent, qui dansent. Donc, c'est à travers ces personnages-là qu'il a pu s'inspirer pour faire toute cette collection. À partir du carton, cet artiste a construit ses œuvres d'art. Un concept, des idées qui envahissent son esprit créatif. Ce matériau qui le fascine lui offre de nombreuses possibilités. Inspiré et motivé, il lui donne du volume. En regardant de près, des formes apparaissent. Il utilise des techniques dont il a lui seul le secret. Dans son œuvre, ce plasticien transcrit un univers très personnel. Il ne s'impose aucune limite technique et explore différentes pistes de travail. Il s'est créé une nouvelle forme de peinture où le pinceau n'existe pas. Donc il fait du collage, il travaille avec des matériaux de récupération, il travaille avec du carton, du papier aluminium, des clous. Donc il utilise tout ce qu'il peut trouver. Dans cette exposition, Méziane Boussaïd met en lumière un moyen d'expression original. En utilisant le carton, il ouvre une nouvelle page dans sa carrière d'artiste. À son œuvre, aux dimensions humaines, il donne de la force et de l'énergie. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.